Merci de nous recevoir chez vous. Vous êtes bien sur Chiconi FM. Vous êtes très nombreux et nombreuses à nous suivre. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue autour de cette émission développée depuis Tingoni en relation avec l'association Horizon et aussi l'ARS Mayotte. Nous allons discuter, en parler aussi sur bien évidemment l'épidémie actuelle que circule le département et aussi la France entière. Alors nous allons débuter par une présentation rapide de nos chers invités ici présents. On commence par vous, monsieur. On vous laisse le temps de vous présenter et présenter peut-être votre structure. Okay. Bonjour, je m'appelle Sami Boutouaba. Je suis coordinateur à l'association Horizon au pôle médiation environnementale. Donc pour un petit rappel, pour ceux qui ne connaissent pas l'association Horizon, on est une association qui a été créée en avril 2018. Exactement en août 2018 avec l'ouverture d'une école participative. Et depuis 2020, on a 3 pôles. Un pôle vraiment en formation et un pôle enfants-jeunesse, un pôle médiation environnementale dont j'ai la charge. Et à travers ce pôle-là, on développe différents projets, notamment un projet de santé communautaire. On pourra peut-être en parler une prochaine fois ou un peu plus tard. Donc, voilà. À nos côtés également, nous avons madame ici présente, va se présenter aussi à son tour. Bonjour, moi je suis Barbara, je suis infirmière à l'ARS actuellement. Je suis arrivée à l'ARS en renfort à partir du 1er avril. Sinon, j'avais exercé quand même 7 ans sur le territoire de Mayotte au sein du CHM. Donc je fais partie de la structure ARS désormais. Je rappelle quand même que notre ARS est toute jeune. Elle est devenue autonome au 1er janvier 2020 et elle a tout de suite enchaîné sur la crise du coronavirus quand même. Et donc l'ARS s'est mobilisée dès les premiers cas sur Mayotte. Donc le premier cas à Mayotte identifié est au 14 mars. Là, voilà, ça a été un cas importé. Et l'ARS a trouvé important, à compter du 1er avril, de mettre une équipe sur le terrain, c'est-à-dire que j'étais infirmière et avec des agents de l'ARS qui n'avaient pas du tout une version sanitaire, mais qui se sont mis à la disposition pour aller à la rencontre de la population qui était diagnostiquée coronavirus et qu'on identifiait comme ne comprenant pas ou ayant des difficultés à mettre en place leur isolement. Et donc l'ARS a essayé de développer cette action, ce qui a fait qu'à l'heure d'aujourd'hui, on a quand même fait 200 visites de domicile sur le coronavirus, des gens qui étaient porteurs du coronavirus. Alors effectivement, aujourd'hui, on est à 3800 cas, on n'a pas pu rendre visite à toutes les familles. Il y a des familles qui étaient en demande, mais malheureusement, on n'avait pas les moyens. Voilà, il y a eu des... Mais on a essayé vraiment d'aller au plus près aussi de la population par des actions dans les collectivités, dans les associations qui ont servi aussi de relais. Et dans les administrations, au final, on a rencontré quand même plus de 5000 personnes dans des structures pour les sensibiliser sur le coronavirus, sur les bons gestes barrières et aussi comment se prémunir ou alerter son entourage en cas de signe du coronavirus. Alors, on revient toujours avec notre invité Sami. Un petit topo, un petit aperçu de cette pandémie. Dans votre secteur? Nous, dans notre secteur, pour compléter ce que disait Barbara, du coup, nous, c'est justement le lien qu'on a avec l'ARS, notamment Barbara, c'est que on a lancé ce projet, on a monté un projet santé communautaire qui a été donc financé par l'ARS. Et du coup, comme Barbara, ce projet est parti sur les chapeaux de roue à cause de l'épidémie de coronavirus. Nous, notre travail à la base, c'était notamment, on a été mobilisés sur les bornes fontaines comme beaucoup d'autres associations. Et nous, à la base, on devait travailler principalement sur le village de Tingoni. Après, on s'est vite retrouvé un peu, vu qu'on a travaillé sur les bornes fontaines de Moralé, donc on retrouvait vite fait déployé sur l'ensemble de la commune et un peu plus sur d'autres parties du département, notamment la zone centre, du fait de nos actions de sensibilisation et nos actions notamment on a mis en place des dispositifs, l'idée de points de lavage de mains aux endroits où les gens étaient plus accessibles, qui étaient fréquentés par un grand nombre de personnes. Donc et c'est là qu'on a rencontré Barbara parce que on avait un gros besoin notamment de sensibilisation et on avait des doutes sur des cas
parce qu'on a des équipes qui faisaient du porte-à-porte et on avait des gens qui se plaignaient de symptômes. Donc on a recontacté l'ARS, savoir s'il était possible de former nos agents et d'objectiver certains cas. Car notamment à Tsingoni, nous on est parti du principe, c'est notre avis, mais c'est qu'on est dans une zone. Vous allez me dire, partout à Mayotte, il y a un souci d'accès aux soins, mais on est quand même à Tsingoni, quand on discute avec la population, on est quand même assez loin des centres de santé. Donc l'idée, en ce moment, au-delà de la sensibilisation, et c'est ce qu'on essaye de mettre en place avec l'ARS, c'est d'essayer de travailler sur le diagnostic de cas précoces, en fait, le plus rapidement possible, et de créer une culture santé pour que les gens, certes dans le cas du coronavirus, mais après sur d'autres pathologies, alertent et trouvent des solutions avec nous et l'ARS. Alors, Barbara, je me permets de m'orienter vers vous. Alors, quelles sont les habitudes à adopter pour se prémunir du Covid-19 ? Alors, les habitudes, c'est quand même de limiter déjà la distance, hein, le rapport de distance, et vraiment le port du masque, c'est efficace. Faut-il encore le porter correctement ? Voilà. Attention aussi, on a des fois tendance à se dire c'est quelqu'un que je connais, voilà, mais c'est pas quelqu'un avec qui on vit. Même si c'est notre frère, notre voisin, notre meilleur ami avec qui on a des très bonnes relations, à l'heure d'aujourd'hui, ce n'est pas perceptible à l'œil nu de savoir si on a le coronavirus ou pas. D'accord ? Sachant qu'en plus, il y a des gens asymptomatiques, c'est pas que les gens sont de mauvaise foi, c'est que les gens, on n'a aucun signe, on se sent absolument pas malade, donc c'est vraiment difficile. Et des fois, c'est vrai que quand on a des rapports amicaux forts avec des gens ou de la famille, bah, on se dit, c'est mes proches, voilà, il n'y a pas de risque. Bah, non, si ce n'est pas des gens avec qui on vit dans le même foyer de vie, il faut quand même garder le masque ou au moins adopter cette distanciation vraiment, qui est vraiment importante. Et notamment, lorsqu'on va partager un repas ou des choses comme ça, c'est vraiment les moments où vraiment on va parler, en même temps on va toucher peut-être des aliments en commun, partager un plat commun, et c'est là, voilà, le coronavirus, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas détectable à l'œil nu, on ne peut pas dire lui il l'a pas, non. Et c'est toute la difficulté, mais on doit garder justement notre vie sociale, en adoptant voilà, des bonnes attitudes, c'est-à-dire c'est recevoir les gens sur leur terrasse comme ici, c'est prendre de la distance, c'est voilà, se laver les mains dès qu'on arrive sur un lieu commun, ou si on a été dans un lieu de vie, que ce soit un magasin ou des choses comme ça. Et surtout, quand même, la vigilance, vraiment j'aimerais, c'est qu'on se dise que c'est pas fini, malheureusement. Hein, l'OMS nous le rappelle tous les jours, hein, l'Organisation mondiale de la santé. À l'heure d'aujourd'hui, on est quand même à 1 million de morts sur le monde. Alors oui, il y a d'autres maladies qui tuent plus, c'est clair. On va la comparer, mais quand même, quand on voit que le palu, c'est 450 000 morts par an, 1 million de morts là aujourd'hui quand même sur le coronavirus à l'échelle mondiale, par l'OMS. Donc, c'est pas si anodin que ça. Oui, c'est vrai qu'à Mayotte, on n'a peut-être pas trop cette perception du décès parce que notre population est jeune. Mais nos personnes âgées, déjà, ne sont pas nombreuses, donc il faudrait vraiment les protéger. Donc, j'aimerais vraiment que les gens prennent conscience que si ils adoptent les bonnes attitudes à l'extérieur, c'est aussi un moyen d'aller rendre visite à leurs parents ou à leur famille qui est âgée, avec plus de sécurité pour ces personnes âgées. Alors, vous parlez de la sécurité, mais est-ce que vous incitez à la population de passer des tests massivement ? Non. Alors, pourquoi pas passer des tests ? Parce que votre test, à l'instant T, va être négatif. 2 heures après, vous allez dans un magasin, ou je ne sais pas, un lieu où il y a du monde. Vous ne portez pas votre masque, la personne à côté de vous, avec qui vous échangez, vous discutez pendant 1 heure, ne porte pas son masque, vous contamine. On n'aura aucune visibilité pendant les 48 premières heures. Et souvent, ça se révèle au bout de 4, 5, 6 jours. Donc, on ne va pas vous tester au 4e jour, au 5e jour, au 6e jour, au 7e jour. Ça n'a pas d'intérêt. C'est vraiment pas... L'intérêt de se faire dépister, c'est si on a des signes, et si, par exemple, on vit avec quelqu'un qui se révèle Covid. Mais se faire tester maintenant, ça va peut-être donner une fausse sécurité aux gens, vont se dire, bah, moi je suis négatif, c'est bon. Mais votre négativité, c'est vraiment à l'instant T où on vous le fait, en fait. On n'a pas la visibilité, par exemple, sur les 48 dernières heures, ce que vous avez été exposé, on ne l'aura même pas. Ça ne sera même pas révélé. Alors, Mayotte est sortie de l'état d'urgence récemment. Samy, je m'oriente vers vous.
Parlez-nous un peu de votre dispositif communautaire. Rapprochez-vous un peu plus de... Oui, comme je dis, à la base, on est parti sur le coronavirus, mais à la base, c'était pas sur le coronavirus. C'est un projet qu'on avait, auquel on avait déjà réfléchi avec mes anciens collègues de Santé Publique France, et notamment beaucoup avec l'ARS, notamment le service prévention. Et vraiment, l'idée, c'est il en existe des tas, des projets de santé communautaire à travers le monde, avec des noms peut-être un peu différents. Souvent, on identifie ça à personnes précaires, Afrique. Je vous assure, vous pouvez trouver des exemples en Corée du Sud, en Suisse. Il y a des projets comme ça. L'idée, c'est vraiment de faire naître une culture de la santé, en fait, par la population qui l'a, en fait, cette culture santé. À Mayotte, vous pouvez interroger notamment, quand je parle avec des anciens de l'ARS, notamment, il y avait déjà de la santé communautaire il y a 10-15 ans à Mayotte. Il n'y avait pas forcément tout le système de soins que vous aviez, mais il y avait vraiment une culture santé. On savait, il y avait sur la prévention, sur des connaissances sur les maladies. Il y avait déjà Donc l'idée, c'est il y a quelque chose qui existait déjà, notamment, je crois que j'en pense de certaines personnes qui travaillent dans les PMI, qui existait déjà, et c'est juste d'essayer de le faire renaître, de proposer aux gens, écoutez, vous avez les connaissances, partageons-les, créons cette culture santé, là comme on est en train de faire ici. Et l'idée, c'est que la population, en fait, il y a une relation, on va dire, comme ça, entre la population et les autorités. J'ai identifié un problème de santé, et avec différents partenaires, que ce soit les mairies, les associations, l'ARS, on trouve des solutions ensemble, des premières solutions, du premier recours. Et après, par exemple, je vous donne des exemples. Il y a des gens on se trouve sur des gens qui ont une défiance par rapport au système de santé. Clairement, l'idée, c'est de discuter avec eux pourquoi, et peut-être les amener dans certains cas, écoutez, là, dans ce cas-là, n'hésitez pas à vous soigner. Si vous avez une plaie infectée, vous savez déjà qu'est-ce qu'il faut faire quand elle est infectée, quand vous avez une plaie, mais si ça infecte trop, n'attendez pas 15 ans et allez-y. Ou savoir reconnaître ce que c'est une pathologie. Là, on se rend compte que au niveau de la dengue, et vous étiez là la semaine dernière avec ma collègue Marion, mon ancienne collègue Marion, il y a quand même des gens qui commencent à reconnaître cette pathologie. Et là, l'idée qu'on veut, c'est que les gens aient cette culture, connaissent cette culture santé. Comme dans certains pays, il y a des gens qui savent quoi faire quand il y a un cyclone tout seul, et ils n'ont pas besoin qu'on leur dise qu'est-ce qu'il faut faire. Et c'est ça qu'on veut faire, c'est qu'on veut faire naître. Et là, ce qu'on est en train de faire, c'est on intensifie c'est pour ça qu'on fait régulièrement des formations avec nos relais communautaires et qui eux-mêmes discutent avec la population, c'est comment identifier des symptômes, une pathologie. Alors aujourd'hui, vos personnels, le dispositif relais communautaire intervient dans quelle zone dans Mayotte? À la base, le projet, il est initialement créé pour travailler sur le village de Tsingoni. On apprend ça parce que, mine de rien, on n'est pas une grosse asso, et on commence sur cette échelle-là, et après on voit si on peut faire plus, et avec d'autres partenaires. Donc en gros, là, l'idée, c'était le village de Tsingoni, mais là, je pense qu'on part sur la commune. Donc sur le village de Tsingoni, on a des animateurs qui ont 3-4 relais communautaires par quartier, qui discutent régulièrement avec eux, qui font des formations avec eux. Et et après, on voit si on peut avoir des relais communautaires d'une manière un peu plus ponctuelle sur d'autres zones, comme on en a discuté dans la zone centre, qui eux vont nous dire, écoute, nous on a une alerte, nous on a eu un souci, mais on va en discuter, on va voir s'il n'y a pas un partenaire à droite, à gauche, qui peut prendre justement le relais et vous aider à résoudre le problème. Et toutes ces actions, toutes ces alertes sanitaires, et je pense que ça sera très bien qu'on envoie ça avec certaines équipes de l'ARS, il y a un service qui est dédié à ça, c'est quand on a une alerte, quand on a réussi un peu à minima à l'objectiver, et qu'on alerte, qu'on prenne le temps d'alerter, qu'on développe aussi cette culture de l'alerte, notamment alerter l'ARS. Là, sur le Covid, on a des exemples. Là, ça serait bien peut-être de discuter tout à l'heure avec Isaka et Barbara. Elles ont fait, il y a eu une alerte qui a été déclenchée par Isaka, qui est une de nos relais communautaires, sur le quartier de Badjoni. Nous, à l'association, on s'est posé des questions. On avait des doutes. On a posé des questions à Barbara et à l'ARS. On a même demandé l'expertise de Santé Publique France. Il y a eu une discussion, et plus tard, on a déclenché, ce qui a été déclenché, c'est une campagne de dépistage au niveau du quartier de Badjoni. Là, je parle du Covid, mais ça peut être le cas il y a d'autres pathologies. Barbara a travaillé dernièrement sur la typhoïde.
Et il y a des pathologies qui, je suis désolé, je vais être horrible, mais on est en zone tropicale certes, mais il y a des pathologies qui sont encore là, je me rappelle, on a des prévalences, comparé même à d'autres départements d'outre-mer, qui sont sur des pathologies tropicales qui sont largement plus élevées. Alors aujourd'hui, nous avons l'existence, et Dieu merci d'ailleurs, l'existence de cette association dans le centre. Ces zones d'alerte sont identifiées dans le centre. Et le reste de Mayotte, Barbara? Alors sur le reste de Mayotte, donc justement, pendant le coronavirus, ça a été l'occasion aussi de faire percevoir à notre nouvelle ARS que voilà, il y avait des choses qui avaient existé à l'époque de la DAS, qui étaient appréciées par la population et qui répondaient aux besoins de la population. Ça a été entendu par la direction de l'ARS et c'est bien pour ça qu'ils ont créé notamment mon poste de chargé de mission en prévention. Donc par exemple sur le nord, par exemple sur le Djoumonier, on a aussi des partenaires qui nous remontent des alertes. Et sur le sud, on a identifié et en fait on a utilisé on a exploité ce qu'on a découvert aussi pendant le coronavirus, c'est-à-dire ce maillage d'associations qui est hyper développé sur Mayotte. Quand même, on a un tissu associatif qui est énorme, qui est divers et varié. Ça peut être aussi bien de l'association au départ qui a un but sportif, qui a un but d'association de quartier. Ça peut être des associations qui ont des influences, on va dire, culturelles, que ce soit des groupes de danse ou des choses comme ça. Et en fait, ces associations ont été des excellents relais et se sont sentis vraiment investis sur la diffusion du message sur le coronavirus. Et aujourd'hui, elles répondent présentes au fait de diffuser d'autres messages sur justement d'autres pathologies qui touchent Mayotte depuis des années et qui font aussi des dégâts, que ce soit par exemple des pathologies comme la leptospirose. On a quand même des décès dus à la leptospirose, on a des décès dus à la dengue, on a quand même des problèmes de typhoïde, d'hépatite A, et qui ne touchent pas que des gens en zone précaire. C'est-à-dire qu'on est quand même dans une situation de département où notre promiscuité est importante, notre densité. Après la région parisienne, on est quand même le département le plus densément peuplé. Donc même si moi je bénéficie d'un habitat, on va dire, totalement je côtoie dans mon quotidien des gens en situation insalubre, où je subis par exemple le fait que le traitement des eaux usées n'est pas très bien pris en charge pour plein de raisons, parce que notre département est jeune, parce que c'est compliqué et que ça prend du temps, que ça ne se fait pas en une journée. Et donc même des gens comme moi, on va dire en situation sans gros problème, je peux être exposée aussi à une maladie comme la leptospirose. C'est-à-dire que le rat, il est partout sur le territoire, il diffuse, ses urines, il les laisse, et voilà. Donc l'ARS a trouvé important de maintenant vraiment axer sur de la prévention, parce que je pense que c'est une des rares ARS où on est peut-être autant en ce moment à essayer de développer du terrain, parce que l'ARS c'est quand même une administration. Et donc et on s'est dit qu'il y avait finalement une plus-value pour la population, même si c'est peut-être pas les grandes orientations des ARS en métropole, à Mayotte, de vraiment développer des partenariats avec des associations, en les accompagnant, en leur donnant les bons messages, en informant. Et aussi, il est important que la population ait les connaissances. Bien sûr, la population, on ne va jamais substituer à un médecin, mais la population, il faut qu'elle ait les éléments qui l'orientent et de se dire, là, ça pose problème, c'est pas normal, je dois consulter un médecin. Je sais quand est-ce que je suis en danger ou pas. Je sais expliquer, par exemple, mes symptômes. Quand je vais chez le médecin, c'est pas tout de dire « Ouais, je suis malade ». J'ai déjà eu 1 milliard de fois cette discussion. On m'a dit « Ouais, mais quelqu'un, il sait pas expliquer ses symptômes. Comment c'est ?» Je suis désolé, avec le peu d'expérience que j'ai, à travers les enregistrés, une personne est capable d'expliquer des symptômes de base et être un minimum précis. Il sera jamais aussi précis qu'un médecin, mais je peux vous dire que ça aide. Et là, prenez l'exemple de la leptospirose, ça touche tout le monde. Et il n'y a pas que dans les zones précaires. Moi, j'habite dans des quartiers en dur. Il y a des rats, il y a des œufs. Vous pouvez vous balader n'importe où. Là, je pense qu'on aura une formation à l'association Raison avec les relais communautaires qui viendront aussi, qui eux feront des formations dans leur quartier. Et je pense aussi, ça serait pas mal de le refaire. On parlait d'associations, mais les associations comme les radios, comme la vôtre, ont un rôle important, notamment dans la culture de santé, et de discuter sur ça, parce que on reprend l'exemple de la lepto, quelqu'un qui s'amuse à se balader pieds nus, c'est pas une question de précaire, quelqu'un qui va au champ pieds nus, tout ça, et faut pas chercher à comprendre, ou qui bosse sur un chantier,
il y a un risque, hein. Il y a des risques. Et les épidémies de dengue qui touchent les autres départements d'outre-mer, la Guadeloupe et la Martinique, c'est pas non plus des départements, certes ils sont pauvres, mais il n'y a pas un niveau de précarité comme ici, et pourtant ça fait, rien qu'à côté, à La Réunion, ça fait des dégâts. Donc développer une culture, quand on dit développer une culture santé, développer une culture de la moustiquaire, développer une culture de nettoyer les gîtes larvaires, les gens en plus le savent de plus en plus, A priori, ils n'avaient pas une mauvaise opinion de la lave, jusqu'à ce que j'ai cru comprendre, de la lutte antivictoriale. Donc, mais c'est ça, c'est culture santé. Et en termes d'accessibilité, d'accès aux familles, vous rencontrez des difficultés ou pas? Le principe justement des relais communautaires, c'est de casser ces difficultés. C'est de trouver des gens qui sont vraiment reconnus par la communauté. C'est pour ça que dans certains quartiers, on n'a pas qu'un seul relais. Après, un quartier, quand on voit des quartiers, certains quartiers qui sont plein d'habitants, d'autres qui font même pas 500 habitants, mais c'est d'avoir plusieurs relais avec des profils différents. Donc, une dame, il n'ira pas forcément se confier à un jeune homme de 15-16 ans, de 18 ans, vice-versa. Donc, après, il y aura toujours des gens qui oseront pas se confier. Mais je dis, s'il y a 20-30% du quartier qui se mobilise, c'est déjà énorme. Sur 1000 personnes, 20-30%, c'est assez dingue. D'accord. Alors, nous sommes pas loin de la deuxième vague à Mayotte de Covid-19. On a vu récemment à Paris et sa petite couronne, d'ailleurs, qui est entrée dans cette deuxième phase. Barbara, doit-on s'inquiéter à Mayotte et anticiper peut-être l'arrivée de cette deuxième vague? Alors moi j'étais très satisfaite de Mayotte parce que, je vais pas vous cacher, je suis rentrée en métropole en août et à Mayotte on portait encore bien le masque et je trouvais que la population mahoraise a vraiment joué le jeu du port du masque, des choses comme ça. Là il y a un petit relâchement, j'ai envie de dire attention, attention. Donc la réanimation n'est pas saturée par le coronavirus, mais on a quand même à l'heure d'aujourd'hui des gens qui sont en réanimation dans le cadre du coronavirus. Notre capacité hospitalière, donc on a 3 patients en réanimation pour le coronavirus. Notre capacité hospitalière est quand même assez limitée. On le sait, il n'y a rien de neuf, et on n'a pas d'hôpitaux pour se délester à proximité. Le délestage se fait via La Réunion par des évacuations sanitaires, ce qui est quelque chose de dur pour aussi la personne hospitalisée et pour les familles. Donc j'ai envie de dire, attention, il ne faut pas trop se relâcher. Et on l'a vu, on a été capable de tenir ce port du masque. Il faut reprendre un peu les habitudes parce que sinon on va subir ce que la métropole subit et je trouverais ça vraiment regrettable, sachant que les gens ont bien assimilé les choses et les informations lors de la première vague, lors du premier confinement. Clairement, le premier mois, tout le monde a vraiment respecté les consignes, plus qu'ailleurs encore, je pense. Alors qu'on sait quand même qu'on n'a pas les filets sociaux de la métropole pour la majorité des gens. Et donc c'était assez difficile. Et les gens ont joué le jeu. Donc j'ai envie de dire, allez, on refait un petit effort, on se remet, c'est la rentrée, voilà. Allez, on repart pour une nouvelle fois, on refait un effort. Parce que clairement, il faut qu'on continue de prémunir au maximum notre population qui est fragile. Et la population fragile, nous en avons quand même une quantité importante. C'est-à-dire les gens diabétiques, les gens qui peuvent présenter une cirrhose, notamment les gens qui ont des hépatites B. Même si, mais on est quand même à une zone à fort taux d'hépatite B. Donc c'est des gens particulièrement fragiles. Les gens dialysés, les personnes obèses avec des IMC élevés. Ces gens-là sont des gens fragiles. Et nous en avons sur notre territoire et ils font tous partie de nos amis, de nos proches. Donc attention, il faudrait quand même qu'on arrive à se remettre dans cette dynamique. Je pense que la jeunesse est aussi un bon relais. Les collégiens, les lycéens, on leur demande dans les structures scolaires de le faire. Ils jouent le jeu quand même. Voilà, c'est difficile. Des fois, on trouve ça pesant. Mais c'est de se dire, je porte mon masque à l'extérieur pour protéger les autres, mais aussi pour me protéger moi et rentrer, être chez moi serein pour protéger les gens qui vivent dans mon foyer, clairement. Donc voilà, je porte mon masque vraiment pour protéger les autres parce que oui, moi je suis en bonne santé, j'ai pas de pathologie, mais la personne que j'ai en face de moi, elle a peut-être des pathologies et je vais pas commencer à me demander et à interroger mes amis, savoir si est-ce que tu as une hépatite B, est-ce que tu as le sida ou des choses comme ça. En fait, tu sais pas qui a. Après, moi je rappelle juste le port du masque, il n'y a pas que. Je rappelle sur le port du masque, mais il y a des gens qui seront pas d'accord, mais il y a. Avant, on parlait de cache-nez, t'éternues, t'évites.
quand on je sais pas, t'évites d'éternuer à quelqu'un, t'évites de t'exposer, tes miasmes aux gens, surtout si t'as un doute. Bon, si t'as un doute, normalement, t'es censé faire gaffe. Mais ouais, le port du masque, comme disait Barbara, c'est pas que pour se protéger. Faut pas oublier ça. On reparle de communauté, c'est je prends soin de l'autre. Coronavirus ou non, on a une responsabilité tous les jours. Je fais attention à l'autre. C'est ça le principe de la communauté, c'est je fais attention à l'autre. Je porte mon masque, je protège mes. Autre, j'en profite pour protéger mes collègues. Ça me protège certes, mais j'en profite pour protéger mes collègues. C'est vrai qu'on parle beaucoup du masque. Il faut juste qu'on rappelle le masque, c'est bien. Juste, il faut savoir comment on le porte. Comment aussi les masques en tissu, qu'il faut qu'on les lave si possible régulièrement. Qu'il faut qu'on en ait un certain nombre. Nous, on a vu des situations très cocasses. Ou je sais pas, qui font peur. Nous, on a Abdou, là, mon collègue, là, qui est relais, qui est bénévole, qui est animateur en santé, stagiaire animateur en santé, qui justement nous expliquait devant le collège là à Tsingoni, des gamins qui ramassent c'est ça Abdou, des gamins qui ramassent un masque par terre pour pouvoir rentrer au collège. Donc porter un masque, c'est pas juste ça, c'est pas juste, et c'est tout bête, c'est des gestes basiques. Vous allez jamais mettre un truc sale sur vous. Donc voilà, c'est ça. Donc pour vous, c'est, je résume en quelque sorte, en quelques mots, pour vous, les gestes barrières ne suffisent pas en fait. Si, justement, le geste barrière, il faut aller au-delà des gestes barrières. En fait, déjà, le geste barrière, je suis plus trop fan de ça. C'est des gestes basiques d'hygiène. C'est juste les gestes que vous avez tous les jours, avant le coronavirus, que vous aviez tous les jours, c'est les mêmes. C'est les mêmes façons de parler. En gros, la base est la même. Vous n'allez pas mettre quelque chose de sale sur vous, truc qui traîne par terre, on va l'éviter. On parle du masque, mais vous lavez les mains, je sais pas, moi je me les lave pas une seule fois par jour. Je me les lave régulièrement. Donc, sachant que je m'amuse à me triturer le nez, les yeux régulièrement, je me lave les mains. On a le masque, mais avant le coronavirus, je pense que les gens se lavaient les mains. Il y a certaines cultures, certaines religions où il y a un gros volet sur notamment l'hygiène, si je me trompe. Donc, ce qu'on appelle les gestes barrières, les gestes d'hygiène basiques. Voilà. Le masque, c'est un plus. C'est un plus dans certains pays. Ils ne le portent pas que pour le coronavirus. Alors oui, parce que par exemple en Asie, on se dit ils ont endigué un peu plus facilement, mais pourquoi? Parce qu'en Asie, culturellement, ils portent déjà le masque dans le cadre de la pollution, mais aussi des pathologies. Et à Mayotte, quand même, j'ai envie de rappeler qu'on est quand même sur un territoire où, à l'heure d'aujourd'hui, on a toujours de la tuberculose. Et que les masques, c'est l'objet numéro 1 pour casser... Alors, il y a la tuberculose, effectivement, on a un traitement, l'antibiotique. Mais la personne qui est tuberculeuse, dans un premier temps, ce qu'on lui demande de faire, si elle rentre chez elle, c'est de porter un masque. Et ça marche. On a quand même des cas de méningite qui sont transmises aussi et qui peuvent être limiter la diffusion par nos masques. En Asie, les gens portent des masques pour la pollution, pour des pathologies, et donc forcément, ils ont cette discipline. Nous, on est tous un petit peu des bons Français, on a tous du mal à supporter les règles, on est un peu comme les enfants. On essaye toujours de jouer avec les limites. Mais porter ce masque, oui, c'est vraiment important. Et l'hygiène des mains aussi est très importante. Attention, on va arriver quand même sur la saison de la grippe à Mayotte. La grippe, clairement, normalement, si les gens respectent le port du masque, l'hygiène des mains, normalement, on devrait voir une diminution de la grippe cette année. Si les gens se lavent les mains plus que d'accoutumé, on devrait percevoir une diminution des gastro-entérites, qui sont quand même un problème récurrent à Mayotte, et qui est un problème aussi pour les enfants. Je suis désolée, les enfants qui souffrent de gastro-entérite, l'apprentissage, il est moyen. Enfin, voilà, c'est de la perte de temps, c'est du stress, et c'est des enfants qui sont inconfortables. Et avec de la déshydratation, des choses comme ça. En plus, là, on part sur une crise de l'eau. Les gens vont stocker de l'eau. On commence tous à stocker de l'eau. Attention, on sait que si on stocke mal notre eau, on va avoir un risque de gastro-entérite. Donc, si une personne a une gastro-entérite, certes, c'est un problème. Mais si cette personne ne se lave pas les mains et que les personnes qui vivent dans le même foyer ne se lavent pas les mains, on va se retrouver avec des épidémies de gastro-entérite. Et normalement, puisque tout le monde a acquis ces bons gestes, les gestes réflexes, normalement, cette année, on devrait voir moins de gastro-entérite. Donc, vous voyez, les gestes de lutte, on va dire, de prévention contre le coronavirus, normalement, ils ne peuvent être que bénéfiques pour notre santé. Porter un masque,
n'a jamais tué quelqu'un. Il y a quand même des gens qui travaillent au quotidien avec un masque, que ce soit les chirurgiens dans les blocs opératoires. Et si le chirurgien porte son masque dans le bloc opératoire et ses assistants, c'est bien pour préserver le patient qu'il opère, pas pour se préserver lui. C'est bien pour ne pas lui transmettre les germes qu'il a dans la bouche et dans le nez quand il opère quelqu'un. Mais il y a aussi tous ces gens qui travaillent dans le milieu de l'agroalimentaire. Tout ce qu'on achète en conserve, en surgelé, les gens qui les conditionnent portent des masques pour protéger le consommateur. Donc voilà, et on sait, alors oui, c'est pas facile, mais le masque ne nous empêche pas de percevoir les émotions des uns et des autres. Moi, je peux voir comme ça dans vos yeux si vous rigolez, si vous êtes en colère, si vous m'aimez pas, si vous souriez sous votre masque. Donc voilà, ça ne casse pas nos rapports, et justement, je porte mon masque, ça me permet de continuer d'avoir une vie sociale. Si je porte pas mon masque, je vais avoir une vie sociale jusqu'au moment où je vais me retrouver dans un milieu où tout le monde va avoir le coronavirus avec des décès et je vais perdre des gens. Donc oui, je vais porter mon masque pour protéger les autres. Merci à vous sur ces questions sur les réseaux en ce moment. Nous sommes avec l'ARS Mayotte et aussi l'association Horizon. Notre émission ne tardera pas à toucher à sa fin. D'ailleurs, nous allons nous orienter rapidement auprès de Samy. Les partenaires développés sur Mayotte. Je veux juste faire un point, même si ça sera abordé, j'imagine, parce que dans quelques semaines avec nos autres collègues de l'ARS et de Santé publique France, mais sur peut-être la période de quarantaine, entre guillemets, si on pouvait, Barbara, si tu pouvais expliquer juste un peu la période de quarantaine, rassurer les septaines et tout ça. Donc, comment ça se déroule En fait, si quelqu'un a le coronavirus avéré et que les gens qui vivent dans son foyer de vie, on va leur demander de se mettre en septaine. Ça veut dire qu'on va leur demander de ne plus aller sur leur lieu de travail, de ne plus sortir du domicile, et on leur proposera un test sans délai pour les gens qui vivent dans le foyer de vie. Les personnes qui ont été exposées, on va dire, dans un cadre extérieur, c'est-à-dire c'est des gens qu'ils rencontrent au quotidien, mais avec qui ils ne partagent pas la chambre, la salle de bain, les repas matin, midi et soir. On va les mettre aussi en septaine, et eux, on leur proposera un test à 7 jours. Puisque je vous disais tout à l'heure, il n'y a pas d'intérêt à tester massivement des gens, et il faut attendre que le virus se révèle, en fait. C'est exactement un peu comme le sida. Vous avez un rapport non protégé. Le lendemain matin, vous faites une prise de sang, même si votre partenaire avait le sida, vous n'aurez aucune visibilité. On le sait. Donc c'est exactement un petit peu ce principe-là. Il faut attendre cette visibilité. Donc on demande aux gens qui ont été particulièrement exposés, ça veut dire vous travaillez avec quelqu'un, vous partagez vos repas avec lui, vous ne portez pas de masque, vous faites du covoiturage sans porter le masque, votre risque est majeur. C'est quelqu'un avec qui vous travaillez, vous portez le masque, vous ne travaillez pas dans le même bureau, vous n'avez pas partagé un repas, vous l'apercevez tous les matins à 6 mètres et vous faites « coucou, ça va, oui, ça va », vous faites votre vie, votre risque est quasi nul, vous ne serez pas mis en septaine. En fait, il y a une évaluation quand même du risque. Et c'est exactement pareil pour, par exemple, une maladie qu'on a à Mayotte, la tuberculose, on évalue les cercles proches en fonction de la durée d'exposition et de la manière dont on a été exposé. Donc voilà, aujourd'hui on est sur ça, on se plie aux recommandations nationales, et on sait que ça marche quand même, on arrive à avoir une visibilité. Alors c'est sûr qu'on ne... Et c'est là où j'ai envie de dire, attention, ceux qui ont le coronavirus, quand vous l'avez, vous êtes positif, vous n'êtes pas coupable, vous n'avez pas à culpabiliser. La seule chose qui est vraiment importante à ce moment-là, c'est de donner tout l'ensemble de vos contacts que vous avez exposés sur les derniers jours. Alors c'est pas évident, mais les personnes à qui vous donnez le nom des contacts, c'est tenu par le secret professionnel et médical. Ça veut dire que vous pouvez nous donner toute une liste. On n'ira pas révéler aux personnes, les autres personnes, aux tiers, les personnes que voilà. Et c'est là où il faut que les gens jouent une transparence en ayant confiance, parce que derrière ça, il y a un secret médical qui doit être garanti et qui est garanti et qui ne doit pas faire défaut. Et donc, vraiment, tout l'enjeu, c'est j'ai le coronavirus. Maintenant, je vais carrément déclarer toutes les personnes que j'ai côtoyées pour essayer de casser cette chaîne, cette dynamique, et voilà, et imposer cette septaine aux gens qui ont été autour de moi. Merci. Avant de terminer, je voudrais quand même présenter Isakia, et bon, après le reste de l'équipe, notamment, là on a le reste de l'équipe, mais est-ce que Isakia, tu peux venir? Parce que Isakia, c'est clairement une personne qui... Là, on a toute une équipe qui, elle, avec qui on avait déjà, avec qui on bossait, avec qui c'était notre socle solide. Ça, c'est une rencontre qu'on a... Une rencontre vraiment en gros hasard, qui était
et qui, elle, est un exemple justement du travail avec l'ARS et l'association, car au début, elle nous a aidés sur les points de lavage de mains, faire de la sensibilisation et inciter les gens à se laver les mains au supermarché et au niveau des pharmacies. Et elle est à l'origine de la détection d'un foyer à la base. Alors quelques mots, Isaka? Oui, bonjour. En fait, comme disait Samy, que la lutte, elle continue. Et que, voilà quoi, ici, dans la commune, on est toujours en danger par rapport, si ce n'est pas le corona, ça peut être le paludisme et toutes les maladies infectieuses qu'on peut contracter par rapport aux insectes, aux rats et tout ce qui est de la saleté. Et quelques retours, l'ARS liés aux autres maladies? Alors actuellement, on a endigué, on va dire, un foyer typhoïde sur le nord, hein, mais voilà, on reste vigilant puisque la typhoïde peut être présente sur d'autres zones du département. Même si c'est des cas ponctuels, on s'en occupe, on s'y intéresse pour éviter justement des diffusions vraiment larges. On est quand même toujours avec des cas d'hépatite A, qui est une hépatite alimentaire. Alors certes, elle n'est pas très létale, pas très meurtrière. C'est vraiment des cas très fulgurants, mais on alerte sans arrêt et on arrive à identifier. Et là, on reprend justement, il y a le coronavirus, mais on se mobilise actuellement sur de la santé communautaire, hein, sur des quartiers où justement on voit apparaître des cas d'hépatite A, une hépatite alimentaire qui est liée à des contaminations oro-fécales, hein, et donc on essaye vraiment, et je vous dis, ce coronavirus nous a permis de développer vraiment un large tissu avec les associations. Et je tenais vraiment à remercier l'ensemble des associations qui se sont mobilisées pour le coronavirus parce qu'elles ont toujours répondu présentes. Et elles nous ont sollicité beaucoup, on essayait de répondre, c'était des fois difficile pour nous parce que voilà, mais elles ont répondu présentes, elles répondent encore présentes. Aujourd'hui, elles sont vraiment demandeuses. Et pour vous donner une idée, à la petite échelle, mais voilà, à l'ARS, on a été à un moment un petit peu le relais aussi. On a essayé de protéger, et notamment tout ce qui était les centres, on va dire, de la culture religieuse, donc les mosquées, les écoles coraniques. Et on fait passer les messages et vraiment ont été dans le bon sens. Par exemple, sur les mosquées et les écoles coraniques, l'ARS leur a fourni quand même 15 000 masques. Et vraiment, c'était des bons points. Et c'était aussi des gens qui nous permettaient de diffuser largement nos messages sans pour autant créer, justement, on avait la difficulté. On voulait faire passer des messages, mais on savait qu'on ne pouvait pas réunir beaucoup de monde autour de la table. Donc, il fallait trouver les bonnes personnes qui pouvaient, elles, dans leur quotidien, diffuser ce message à un maximum de personnes. Donc vraiment, les associations, franchement, elles ont été vraiment d'une grande aide dans cette lutte. Certaines associations aujourd'hui sont fatiguées, certaines associations reprennent leurs activités, mais on va les ressolliciter, elles vont se remobiliser pour la plupart, même si voilà, il y a une petite baisse de régime. Mais là, je pense que voilà. Et ça a vraiment été énorme. On lance toujours des alertes à la mairie pour voir de près la population de Badjoni par rapport à la saleté qui est là, par rapport à la violence aussi, hein, parce que tous les jours, quand il y a des violences, on est là, on galère avec des fumées du bombe de lacrymogène, donc c'est pas évident, donc on alerte la mairie, on remercie aussi l'ARS pour la descente sur les terrains. Et aussi les associations aussi. Voilà. Et en fait, l'ARS, ce qui a été aussi très intéressant, ce fait d'aller sur le terrain, c'est que ça nous a permis de percevoir sur Badjoni, par exemple. Moi, j'ai le souvenir quand on y était allé, de constater que, par exemple, les gens subissent. Alors, il y avait le problème du coronavirus, mais il y avait le problème de ces eaux usées stagnantes. Qui exposait quand même la population à d'autres pathologies, et nous d'en prendre conscience et de voir avec la population et aussi d'alerter peut-être les autorités communales sur la situation qui répondait pas aux normes sanitaires. Donc ça nous permet aussi d'aller sur le terrain et de prendre conscience d'autres problèmes puisque la population vient vers nous et que dans un premier temps on n'est pas là pour leur inculquer quelque chose, on est là aussi pour les écouter. Alors quelle action concrète à mettre en place sur ce cas de Badjoni, Samy? Quelle action concrète? Là, en gros,
Je vais donner l'exemple de Badjoni, mais je vais prendre un autre exemple qui est un peu plus, qu'on va essayer de répliquer à Badjoni. On a notre animateur en santé qui Monsieur Cambi, Moussa Cambi, qui lui donc c'est un des 2 animateurs en santé qui travaille du coup là sur Zidakani. Je vais faire rapidement le parallèle. C'est un quartier où c'est un quartier assez hétérogène, en dur. Il y a une steppe, il y a une station d'épuration, mais il n'y a pas que. Il y a énormément de déchets. Ça c'est cool. Et là l'idée c'est les gens se plaignent depuis un moment. Là, ce qu'on est en train de faire et qu'on va répliquer à Badjoni, c'est qu'on est en train de mettre en place un collectif. On a mis en place un collectif. Vous me posez la question sur les partenariats, on va y revenir en 30 secondes. Donc la première action, c'est on est en train de mettre en place Cambi est en train de mettre en place un collectif. Tout seul, les gens ils sont pas entendus. C'est le principe du communautaire en fait. C'est former un groupe, pour se faire entendre. Donc du coup, là, la première principe, c'est on alerte les autorités en groupe, on voit ce qu'elles donnent et au fur et à mesure, de fil en aiguille, on va trouver le bon partenaire pour résoudre la problématique. Mais il ne faut pas qu'on soit que attentif. La population ne doit pas être que attentive. Moi, je vois qu'il y a certains projets où je bossais avant à l'étranger ou même en métropole. Quand la population fait une partie de chemin et explique à qui de droit, bah écoutez, nous on a déjà fait ça, est-ce que vous pouvez faire le reste? Bah ça fonctionne. Là, l'idée, sur Badjoni, ce serait donc de monter un collectif, que ce collectif rédige sa lettre et commence en partie à travailler sur des actions de nettoyage, d'entretenir son quartier et dire à côté, qu'est-ce qu'on fait? Là, Zidakani, là finalement, ça prend du temps, mais on crée un collectif et hier on a une réunion avec d'autres groupes, des partenaires informels, formels, personnes morales ou individuelles. Là, on risque d'essayer de travailler sur cette zone de Zidakani, notamment parce qu'on a l'écoulement de la steppe qui va jusqu'à la plage, qui traverse des champs de bananes. Voilà, et que ça soit des bangas ou des maisons en dur, les gens s'en plaignent et il y a un impact sanitaire. Et là, en groupe, avec la régie notamment, on va essayer de monter quelque chose avec Mayotte Nature et Environnement, des professeurs, donc on notamment travaille. Et ce qui va se passer, c'est par le réseau, par le partenariat, comme disait Barbara, qu'on peut mener des actions. L'idée, c'est vraiment qu'on apprenne à se mobiliser. Et là, on le voit à Mayotte, il y a plein de gens qui se mobilisent pour ramasser des déchets. Donc ça, qui est plutôt pas mal. Les remontées d'informations, l'ARS, c'est parce comment? Les remontées pas on est en train de travailler dessus, notamment. Oui, on travaille dessus et je vous dis, on a maintenant de plus en plus, je pense qu'il y a beaucoup d'associations qui nous remontent les informations. Et je vous dis, on a vraiment réussi à créer quand même un maillage assez important, c'est-à-dire que sur l'ensemble des communes, je pense que on est en mesure d'avoir identifié des associations qui nous remontent des informations. Et peut-être aussi que certaines associations se disent que finalement on est accessible à RS parce que on est un peu plus sur le terrain avec des gens comme moi, on est des infirmiers, on n'est pas des savants, on n'est pas des inaccessibles, loin de là. Et aussi comme on va sur le terrain, on va aussi dans les lieux, on passe dans les villages et dans les quartiers, on écoute. Et je veux dire, on doit être à l'écoute, nous, l'ARS, de ce que les gens nous remontent. C'est exactement ça. Nous, on l'a vu sur le terrain. C'est que quand on va vers les gens, il y a il y a des gens qui veulent pas. Tu m'as posé la question. Vous m'avez posé la question tout à l'heure. Il y a des gens qui sont plutôt. Mais nous, notamment, quand on a sollicité Barbara, on a dit mais on a besoin de toi. Il faut qu'on montre aux gens que ça va les rassurer. Nous, ça va nous aider. Et qu'on montre que l'ARS est sur le terrain. Je voudrais juste faire un petit truc. Ça peut ressembler à une espèce d'ode à l'ARS. Faut savoir qu'on n'a pas été toujours les gens sont pas tendres avec l'ARS, et moi le premier. Mais l'idée, c'est comme dit Barbara, c'est que l'ARS, on avait l'impression que c'était dans la tour d'ivoire. Il y a une certaine défiance, que ça soit par rapport, on en discute avec certaines personnes, au corps médical, par rapport à l'hôpital, par rapport à l'ARS. Là, le but, c'est que justement, d'un côté, les gens qui sont soi-disant dans cette tour d'ivoire redescendent et qu'on se mette quasiment au même niveau. L'idée, c'est pas de dire l'ARS, c'est top. Non, mais c'est de dire, il faut arrêter d'être toujours sur la défiance avec les autorités sanitaires. Elles peuvent se tromper. Mais nous, notre but, en tant que communauté, c'est de leur dire, écoutez, nous, on a des connaissances que vous n'avez pas, et on va vous les apporter dans un dialogue serein, mais on va vous apporter des connaissances que vous n'avez pas. Et vous, à contrario, vous nous apportez des connaissances, mais tout en nous écoutant. Donc, voilà, l'idée, c'est ça. C'est pas une ode à l'ARS, mais c'est vraiment replacer le truc, éviter ce climat de défiance, de dire c'est l'autorité, non.
l'autorité, tu peux la questionner, elle est abordable et vice-versa. Et nous, l'ARS aussi, il faut savoir entendre les critiques sur le terrain et aussi percevoir pourquoi on a ces critiques. Et aussi, je pense que toute la population de Mayotte, quelle qu'elle soit, subit aussi de plein fouet le désert médical, mais qui est persistant depuis des années aussi, et cette difficulté d'accès aux soins pour l'ensemble de la population de Mayotte. Voilà, donc c'est sur ces points relevés ici depuis, bien évidemment, le siège social de l'association Horizon que notre émission s'achève. On aura l'occasion de nous recroiser très prochainement autour d'autres sujets développés aussi autour de la santé. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Salut. Audio.